Nous sommes de retour avec nos invités, Pasteur Edo Kwame, du mouvement Martin Luther King et Dimas Dikodo, de Forum de la Semaine. On parlait justement de l'insécurité au Nigeria et de ces enlèvements répétés, Dimas. On parlait de la sociologie véritablement de ce pays, du Nigeria, et on évoquait les raisons qui poussent ces personnes à enlever sans cesse des enfants. Ouais, c'est des raisons pécuniaires, c'est tout. La raison principale, on peut toujours sacrifier les gens. Pourvu que tout ce qui guide le monde souvent, c'est l'argent et l'intérêt. C'est l'argent, c'est ça malheureusement au Nigeria. Mais ce qui, moi, m'étonne dans tout ça, et ce que je n'accepte pas, c'est le silence de l'Union africaine et des autres États. J'allais justement poser cette question. En ce qui concerne ces mouvements djihadistes. À chaque fois que ça se produit dans un pays, on pense que c'est une affaire de ce pays-là et ça s'arrête là. Et on ne Alors fait que la rien. roue de l'histoire... Oui, on ne fait rien de façon extraordinaire pour pouvoir aider cet État à mutualiser. Pourquoi pas ne pas avoir au sein de la CEDEAO des forces spéciales contre les djihadistes? On parle de CEDEAO, de la CEDEAO des peuples. Des peuples. Alors que c'est les peuples qui sont victimes. C'est les peuples qui souffrent, et tout le monde la CEDEAO apprête à intervenir politiquement. C'était une organisation d'ordre économique au départ. Bon, maintenant... Ils ont intégré finalement la gestion politique. La gestion politique et ils nous font croire que c'est la CEDEAO des peuples. Mais les intérêts des peuples ne sont pas totalement défendus. Et donc on laisse le Mali à son sort, à ses sorts, le Burkina, de même, la Côte d'Ivoire qui est frappée à des moments donnés, et le Nigeria, et puis on pense que... Le Niger, on avait voulu aider la Gambie à se débarrasser de Yaya Jammeh. Politiquement. Ça c'est politiquement. Maintenant, les peuples qui sont victimes d'attaques djihadistes, c'est ce qu'il dit. Pourquoi ne pas avoir une force spéciale de la CEDEAO, des élites spéciales contre les djihadistes. Contre les djihadistes. Si vous vous organisez comme cela et que vous sollicitez des moyens, des renseignements et autres, des puissances, je pense qu'on peut vous aider. Est-ce que vous pensez qu'on peut se lever, aller aider le Nigeria de façon isolée, aller aider le Niger de façon isolée, même s'il y a ces forces spéciales des Nations Unies dans ces régions-là. Non, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Que la CEDEAO se dote, comme on a des unités spéciales dans chaque pays de lutte contre le terrorisme, que la CEDEAO se dote de ces forces d'élite-là pour pouvoir combattre les choses partout où besoin sera. Et vous savez, dis-moi, qu'est-ce qui fait l'échec des forces armées françaises et autres dans nos pays? C'est que les forces africaines connaissent mais le terrain. Bien sûr, c'est leur terrain, non? C'est ça le succès même du Tchad quelquefois. C'est notre terrain. On est censé maîtriser le terrain plus que les Occidentaux, qui ne sont pas habitués à nos territoires. Donc si on s'engage même à mutualiser les forces africaines sur le terrain, on aura de succès. Mais on aura de succès. Comment quelqu'un qui s'entraîne à moins 20 degrés, qui a passé toute sa force, sa stratégie militaire, qui vient au Sahel à 50 degrés, et on lui dit comment il sera efficace? Qui vient au Sahel à 40 degrés? Il est obligé de se mettre sous une bâche avec la clé. Peut-être lui chercher peut-être de glaçons, peut-être. Il va même pas aller sur le terrain. Quand il voit la nature comme ça, il va jamais hasarder aller sur le terrain. Pour lui, c'est il va se mettre sous les bâches. C'est de l'enfer. Sous les bâches où il y a la clim. Alors que quand vous mettez les Togolais, quand vous mettez les Béninois, ils sont habitués. Ils peuvent combattre l'ennemi. Et quand il y a comment on l'appelle, une colonne d'ennemis, on saura comment les approcher, comment les aborder. Vous avez vu, entre-temps, il y avait un militaire togolais qui était à Saint-Cy et
qui était mort de froid. Oui, bien sûr. C'est le fils du chef d'état-major à l'époque. À l'époque, oui. Il était en général Zacharie Nadia. Oui, bien sûr, il était en entraînement. Il était en entraînement, paix à son âme. Paix à son âme, oui. Parce que le froid, il n'est pas habitué à ce froid, à ce degré-là. Je ne le vois pas mourir au Togo sous la chaleur. Non, bien sûr, pas du tout. Non, on ne meurt pas sous le coup de chaleur. C'est là même où vous n'allez même pas comprendre. Vous nous jetez dans le four. Vous n'allez même pas comprendre certaines coopérations que nous sollicitons et qui finalement ne peuvent pas nous servir. Et d'ailleurs, Dimas, ce qui nous coûte à la tête des yeux, c'est des milliards. Tout dépend de la volonté de ces États. Les coopérants s'asseyent sur notre budget. Tu vas passer ta vie militaire au Togo, sous les tropiques, avec le soleil 35 degrés, 33 degrés, et puis tu vas t'entraîner à moins 20, moins 40 degrés. Tu risques de... Tu passes toute ta formation là-bas. Après, quand ils reviennent, c'est les saints syriens, ils sont bardés, ils sont bien, parce qu'ils ont appris les stratégies. Non, parce qu'on est sûr que l'école militaire de Saint-Cyr, c'est la plus prestigieuse. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais ils oublient que Kpewa ici, là. Il y a du lourd également. Ouais, non, mais comment? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont fait Kpewa. Formation Sakodo. Ah non, mais pas obligatoirement Sakodo. Il y a même des officiers qui s'entraînent là-bas, des quoi là. Mais c'est des formations de commando. À Kpewa, là-bas, les entraînements, c'est à balles réelles. On tire, vous rampez. Quand tu fais clown, tu soulèves ta tête, tu prends, ça fait ton problème. Il y a des grenades qui s'éclatent, qui emportent certains. Mais c'est des formations commando de haut niveau. Les Blaise Compaoré, les Thomas Sankara, autres se sont fait entraîner là-bas, sont fait former là-bas. C'est pour dire que nous avons des centres que nous pouvons entretenir avec valeur et qui cadrent avec nos réalités et qui peuvent nous aider à combattre valablement. Mais imagine Niupourma. Regardez la chaleur de Niupourma, le camp de l'extrême nord du Togo, là où nos forces spéciales sont basées pour lutter contre la pénétration des terroristes là. Mais imagine celui-là qui est sous cette chaleur-là. Et on a dit qu'il s'est fait former à moins 20 degrés, moins 30 degrés. À Saint-Cyr. Ah non, celui qui est à Kpewa est plus aguerri que lui. Oui. Hein? Donc, il faudrait que nous privilégions nos valeurs. Il faudrait que nous-mêmes nous trouvions des problèmes à nos besoins. Des solutions plutôt, à nos besoins, à nos problèmes. Hein? Si nous trouvons ces solutions-là, c'est plus efficace que d'aller prendre des solutions toutes faites. On nous a fait sortir notre humanisme, notre identité, ce que nous sommes, nos réalités géographiques, nos réalités. C'est terrible, quoi. Hein? Même jusqu'à dans notre gastronomie. Mais on préfère les conseils des diététiciens occidentaux que les nôtres ici qui peuvent te dire que si tu prends Plingota, ça peut t'aider avec ceci. On dit non. Tu préfères aller prendre... Ça réussit plus même, les Plingota et autres. On va passer au Mali. Plingota et gingembre là. Oui, ça passe vite. En tout cas, Corona même moi suit. Il y a quelque chose comme ça en Afrique. Karim Keita, visé par un mandat d'arrêt international, Interpol a émis une notice rouge visant l'ex-député malien dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste en 2016. L'ancien député malien, donc, Karim Keita, fils aîné de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita, renversé en 2020 par un coup d'État, fait depuis lundi 5 juin l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre, comme je l'ai dit, d'une enquête sur la disparition d'un journaliste en 2016. Pasteur Edo Komi, il était également le tout-puissant, c'est le fils de l'ancien président, on l'a dit tout à l'heure, sous le règne de son père. Il a inquiété, il serait en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Abidjan, certainement, je crois que c'est ce que les informations que nous avons. Vous savez, Karim Keita était vraiment le tout-puissant, on dirait que c'est lui. C'est ses comportements qui sont l'un de... Edo l'aime pas du tout. Hein?
l'une des causes. Il n'aime pas du tout. L'une des causes du renversement de son papa, parce que sa vie de bourgeoisie qu'il a commencé par mener. Parce que c'est bourgeoisie même. C'est au-delà. C'est au-delà de Pacha, la vie de dépravation. Donc ça a tellement mécontenté les Maliens, ça a choqué les Maliens qui tiraient le diable par la queue, comme on le dit. Donc, on a vu les jeunes, quand son père était renversé, les jeunes sont partis chez lui directement. Ils ont tous saccagé, vous savez. Donc, je ne sais pas que sert-il à l'homme de gagner tout. Vous gagnez tout un jour et ça disparaît. Donc, je crois quand même que c'est ce qui lui est arrivé. Maintenant, dans le cadre de ce mandat d'arrêt international, ici, on ne parle pas du détournement des fonds des deniers publics, mais on parle de la disparition d'un journaliste. Et cela, ça me concerne, parce que là, je me retrouve bien dans ça, parce qu'il s'agit ici de la disparition d'un journaliste en 2016, en 2016, et que Karim Ouad, il avait des rapprochements avec Karim Ouad dans le cadre d'un dossier qu'il était en train de préparer et qui n'était pas du goût de Karim Ouad, Karim Ouad, c'est l'autre. C'est le fils de l'ancien président. Le fils aussi d'un ancien chef d'État. Le malheur de que ça soit Karim. Qu'est-ce que les Karim ont fait? Je ne sais pas. Je me rappelle qu'on parle de Karim à l'école primaire. Donc, j'avoue quand même que quand j'ai lu la dépêche et quand j'ai lu le message, j'ai vu quand même que c'est très important parce qu'on ne peut pas être au pouvoir et s'attaquer aux journalistes. Les journalistes sont en train de faire leur travail d'information. Et c'est normal, c'est ce dont on a besoin. L'opinion nationale a besoin des informations. Et le journaliste n'est pas l'ennemi de qui que ce soit. Le journaliste informe. C'est vrai quand même que ceux qui se retrouvent, ceux qui sont mieux perchés souvent, ne voient les journalistes d'un mauvais œil comme étant des ennemis. Oui. Et donc, partout, le monde entier, quand chaque année, le 1er mai, je crois, le 1er mai, journée internationale, quand on fait quand le Reporters sans frontières fait le bilan, on se rend compte que les journalistes sont emprisonnés, sont morts, et ainsi de suite. Le bilan est toujours, de par le monde entier, le bilan est toujours très triste. Donc, dans ce cas précis, je me retrouve dans ça parce qu'on ne peut pas prétendre avoir le pouvoir et s'en prendre aux journalistes. Donc, ce mandat d'arrêt est bienvenu. Il faut qu'on le cherche. Pour le moment, il est présumé innocent jusqu'à ce que les faits soient établis. Ce que nous souhaitons, c'est que cette procédure aille jusqu'au bout et que ça fasse cas d'école pour les autres qui pensent qu'ils ont le pouvoir, donc ils peuvent se permettre de n'importe quoi, sans savoir quand même qu'on est toujours rattrapé par les faits. On est toujours rattrapé par les faits. Dimas Dikodo, ça vous concerne également. Vous êtes journaliste. Quand il parle, ça le concerne. Il a été pendant longtemps directeur de publication, journaliste, avant de se mettre karma sous le manteau de défenseur des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement à Karim Keïta? Je ne sais pas. Il est en train de mener un certain nombre d'investigations dans des dossiers dans lesquels est impliqué Karim Keïta. Et pour pouvoir couper court à tout, les gens choisissent la voie la plus facile, qui consiste à éliminer le journaliste. C'est-à-dire que on veut tuer le gongonneur en oubliant que l'information que le gong porte existe toujours. On ne tue pas les informations. Vous pouvez essayer d'éliminer le porteur, mais l'information même a des ailes. Et donc, ça va pousser. Là-bas, ça va gerber. De l'autre côté, l'autre journaliste va prendre le flambeau. L'information même fait... Et finalement, ce qu'on évitait sera su. C'est ça. Ce sera la place publique. Donc, ce n'est pas la voie la plus facile. En plus de cela, d'autres vont s'ajouter. Oui, ben maintenant, un crime s'ajoute à ce que tu évites. Oui, bien sûr. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la voie la plus facile. Il ne faut pas que les gens pensent que, si nous tuons tel journaliste parce que telle investigation, parce qu'il met telle investigation, si nous le tuons, c'est facile. Oui, c'est le cas de Norbert Zongo, c'est le cas de Guy André Kiffé, de Jean-Hélène et tant d'autres.
de Aïwi, Léopold Aïwi, au Togo, et autres. Mais quand tous ceux qui ont commis ces crimes-là sont... Et même le journaliste qui a été assassiné en Arabie Saoudite, là, non? Oui, bien sûr. Il a été assassiné, sans oublier en Turquie. nos confrères congolais. Oui. Chebea, non? Chebea. Et son chauffeur Fidel Bazana. Vous voyez, quand vous faites cela, vous allez payer. On ne tue pas impunément un journaliste. Non, vous allez payer. Vous allez payer avec vos générations. Vous allez payer. Un défenseur des droits de l'homme. Oui, ben, le journaliste fait partie. Ce qui arrive aussi. Le défenseur des droits de l'homme fait partie intégrante. En tout cas, le journaliste fait partie intégrante des défenseurs des droits de l'homme. Naturellement, c'est de droit. Oui. Et donc, non, ce n'est pas la solution. Ce qu'il a fait, s'il est vraiment responsable de ça, c'était une erreur gravissime. Il aurait pu mener sa vie de Java, sa vie de prince raté, parce que un vrai prince doit se comporter avec beaucoup d'élégance. Il avait même porté plainte dans cette histoire. Il avait même porté plainte contre le journaliste, mais la justice ne lui a pas donné. Et très souvent, c'est comme ça. Quand on porte plainte contre toi et on n'a pas de gain de cause. Ils n'ont pas de gain de cause. Ils préfèrent t'éliminer. Moi-même, j'ai été victime de ça. Vous vous rappelez, Bassam El Naja, qui avait porté plainte contre moi à la justice. Comme la plainte n'a pas prospéré, il m'a amené le jeudi, il m'a amené le retrait de l'affaire par voie d'huissier. Et le dimanche, il me fait attaquer en complicité avec un gros ponte de la République togolaise. Il m'a fait attaquer pour me tuer. J'ai été attaqué, on m'a renversé, on m'a vraiment frappé, battu à mort. On a mis des poisons dans ma bouche et je suis sorti. J'étais laissé pour mort et c'est grâce à Dieu que je suis sorti. C'est pas un miracle. Je n'ai pas de force en ce moment. C'est la main de Dieu qui m'a fait sortir. Et je ne peux que remercier Dieu à tout moment où ces périodes, en tout cas ces cas sont évoqués. Parce que j'aurais pu passer par là aussi. On aurait pu peut-être aujourd'hui dire que, en citant ces noms-là, citer le nom de Dimas aussi. Vous voyez? Mais c'est la main de Dieu. Et nous prions que cette main soit toujours sur nous, pour que nous puissions apporter la vérité dans la cité. Nous sommes en train d'apporter la lumière. La lumière dans un monde obscur, où les gens pensent que l'argent passe avant tout. Non, l'argent ne passe pas avant tout. J'ai sorti un dossier aujourd'hui concernant le port, la corruption au port autonome de Lomé, où des agents de douane prennent de l'argent en refusant de délivrer des reçus à propos des marchandises qu'ils ont scellées, sur lesquelles ils ont posé des scellés. Des conteneurs, des voitures qui comportent des marchandises. Au lieu de les dédouaner, ils posent des scellés et vous leur donnez de l'argent, ils mettent dans la poche et ils enlèvent le plomb, le scellé. Donc, il fallait voir tout ce que j'ai reçu comme au moment où j'étais en train de... comme dissuasion. Mais je dis... Notre travail, c'est pas aller avoir une information, c'est pas d'avoir une information et aller monnayer ça, avoir de l'argent. Certes, j'ai besoin de l'argent, mais je dois faire mon travail d'abord. C'est ça, la société nous appelle pour cela. Et c'est notre l'information, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir pour bâtir une société. C'est un pouvoir. Oui, et quand nous le faisons, la main de Dieu est sur nous. C'est ça. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent se lever et tuer les journalistes facilement comme cela et que ça ne peut pas les rattraper, ils se trompent. D'une manière ou d'une autre, ça va les rattraper. Et c'est ce qui est en train de rattraper peut-être Karim Keïta, non? Oui, Karim Keïta aujourd'hui. Il peut revenir. Il n'est pas un bon prince. Un prince, c'est quelqu'un qui se comporte... c'est un modèle de la société. Quelqu'un qui se comporte de façon à assumer même la relève de son père, naturellement. Personne ne s'attendait à ce que Faure Gnassingbé puisse prendre les rênes du pouvoir. On pouvait contester la manière dont il est venu. Mais ce qu'il est en train d'imprimer au Togo actuellement, comme modèle de gouvernance, comme tolérance, comme les valeurs
d'une société unie, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. Mais c'est ça, Karu, qui fait imprimer cela. À côté de lui, il y avait certains de ses frères qui privilégiaient la manière forte. Quand vous vous levez, c'est pour on doit vous attaquer, on peut vous tuer, on peut vous attaquer, on peut vous blesser, on peut vous frapper, on peut vous arrêter. Mais il n'a pas choisi cette voie. Il n'a pas choisi cette voie. Et donc, en Afrique, la plupart des princes, c'est rare de trouver des gens, des fils, des filles, des chefs d'État dans une posture... Dans un monde de respect, de soi. Parce que c'est des gens qui pensent que ils ont tout, parce que c'est des gens qui n'ont pas travaillé, c'est-à-dire qui ont gagné facilement la vie. Ils n'ont jamais souffert. Ils n'ont jamais souffert en matière d'argent, en matière de biens, des biens de la terre. Ils n'ont jamais payé l'électricité, ils n'ont jamais payé le loyer, ils n'ont jamais souffert de faim. Ils n'ont jamais marché à pied. Et là, c'est une erreur, parce que ils n'ont jamais été au champ, ils n'ont jamais tenu la roue. Bref, ils n'ont jamais été à l'école de la vie. Ils n'ont jamais été à l'école de la vie. Et donc, ils se comportent, la plupart de ces gens-là, que ce soit même les filles des ministres, des personnes haut placées, bon, donc se comportent comme ça. Et finalement, Dieu étant Dieu, et ça ne dépend pas aussi du père, c'est l'éducation aussi. Oui, des fois, oui, mais souvent, c'est que parce qu'il y en a en abondance, bon, donc le père aussi dit, bon, il faut prendre, il faut faire ceci, il faut faire cela, et les enfants deviennent finalement gâtés. Ils sont gâtés, ils sont des paresseux, et puis ils ont le pouvoir, ils peuvent appeler un officier, ils peuvent appeler ceci, ils peuvent commander même, ils commandent même, comme vous le voyez, ils commandent même les officiers, ils commandent même les officiers de l'armée, de police et autres, parce que c'est le fils du chef de l'État, c'est le fils d'un ministre, et finalement, la société, ils ne sont pas des exemples, des modèles, et c'est le cas de Karim Keïta. Je crois que maintenant que c'est un mandat d'arrêt international, partout où il se retrouve, il va pas être protégé. Il va pas être protégé. Donc certainement on va le comment on l'appelle, l'extrader vers le Mali. Ouais, il faut la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Est-ce que c'est un gouvernement? Le gouvernement de transition, vous savez ça aussi, voilà. C'est un gouvernement de transition. Pourquoi on est allé encore chercher ce cas-là? Moi qui m'intéresse quand même, ce cas m'intéresse. Mais pourquoi c'est le gouvernement de transition veut vraiment... C'est tes amis, non? veut faire ressortir, rebondir. Pourquoi il y a ce rebondissement de cette affaire par ils l'ont fait pour apaiser la transition. Le poids du gouvernement de transition, et on voit tout ce qui s'est passé, le coup d'État. Ils sont installés, et puis ils ont défié la CEDEAO, ils ont défié la communauté internationale, ils ont fait plier la France. Qui est revenu d'ailleurs un mois après la suspension, qui est revenu encore. Ils ont le vent en poupe, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais cela nous intéresse. Mais ça nous intéresse davantage. À condition qu'ils ne dérapent. Ici, la justice sociale, c'est pour apaiser la société, c'est pour apaiser l'opinion. C'est pour dire que nous ne sommes pas là pour l'impunité, pour consacrer l'impunité. L'impunité. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'ils veulent aller sur ce terrain. Et les relations. Ils doivent tout faire pour que ça ne soit pas une vengeance. Voilà, c'est de ça. Laisser une justice libre, aller jusqu'au bout de la procédure. Préserver ses droits et que la vérité s'éclate d'elle-même, quoi. Et non pas une vérité dirigée, un procès déjà acquis d'avance, dont on connaît déjà le verdict. Il a dit quelque chose concernant les princes qui m'a interpellé. Vous savez, vous avez posé la question de savoir est-ce que ça ne dépend pas des parents, des parents, des fois, oui, parfois, non. Vous savez, il y a cette anecdote, et le pasteur Edo était très proche du président Yadema. Quand il avait appris qu'un de ses fils avait acheté une voiture 4x4, le jour-là, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il ne voudrait pas que ça aille jusqu'à ce point. Pour que les gens pensent que ces enfants prennent l'argent du pays pour faire de n'importe quoi. Et vous avez vu, Yadema, c'est quelqu'un qui a vécu dans la sobriété jusqu'à partir. Manger. Et ce n'est pas de ce qu'il a enseigné à ses enfants. Il y a des choses que... on peut dire un certain nombre de choses ici pour lui rendre hommage. Et Yadema faisait menotter ses enfants dans la classe. J'ai appris ça également. Au lycée technique ici, pour qu'ils puissent étudier. Je vais apporter de l'eau au moulin de Dumas.
Je me rappelle, un de ses fils est allé faire violence sur une femme qui a acheté un terrain. Un terrain, une femme, pauvre femme qui a acheté un terrain. Un de ses fils veut usurper ce terrain. Devant moi, à la présidence, il a appelé la dame, il a appelé son fils, il a appelé le procureur général Banjangba à l'époque. C'est pourquoi j'ai voulu appeler le nom, quoi. J'ai voulu appeler le nom procureur général Banjangba à l'époque pour lui dire, mettez le gars là en prison. Il a dit qu'il a donné des instructions au procureur général, au procureur de l'époque, de mettre son fils en prison. Pour ce qu'il a fait. Et le procureur voulait faire, il dit, mais si vous ne faites pas attention, vous deux. Si vous ne vous faites pas attention, vous deux, vous allez vous retrouver en prison. Il a vu le procureur. Que ce n'est pas possible. Vous deux, vous allez vous retrouver. Devant moi, il a donné, il a donné 5 millions à la dame. Il a donné des instructions pour que la dame puisse construire sur le terrain et l'habiter. Son fils là est mort. Son fils là. Et son fils là, actuellement, est mort. Il n'est plus là. Vous voyez, un de ses fils, un ministre l'a nommé à l'époque, on a nommé un de ses fils à la tête d'une société. Le jour, quand on est venu, lui dire, mais le monsieur là n'a pas le niveau. Je dis devant moi, il a dit, le monsieur que vous avez mis là, il n'a pas ce niveau. Je dis, le ministre est monsieur. Je dis, le monsieur que vous avez mis à la tête de cette société-là, mais il n'a pas le niveau. Pourquoi vous le mettez là-bas? On ne va pas tout dire. Bon, non, on va pas tout dire. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que c'est une éducation. Voilà. C'est une éducation, vous voyez, un peu pas comme ça. Ça compte beaucoup. Il faut beaucoup de fermeté et il faut aider. Puisque Yadema a souffert. Yadema n'est pas né une cuillère d'eau dans la bouche. Et Dimanche, par contre, pratiquement tous ces enfants... Quand on mange et que le plat européen, il fait comme ça. En tout cas, ceux qui le connaissent, ceux qui sont... Il fait comme ça. Il dit, vous, vous êtes des Européens, mangez les plats européens. Lui, il fait comme ça. Il laisse, on fait sortir, quand c'est local, là, c'est là que vous allez le voir manger. Quand c'est européen, il dit non. Donnez ça à Edo, c'est eux qui vont aller... Donnez ça aux autres. C'est pour dire que... Non, mais en tout cas... Tous ces enfants sont pratiquement nés après qu'il ait le pouvoir. Le pouvoir, il a les moyens. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est né en 1966. Déjà, il y a eu le premier coup d'État. Non, le deuxième, d'ailleurs. Ah non, le deuxième, c'est en 67. Il y a déjà eu le premier coup d'État. Il était déjà chef d'État-major. Voilà, il était déjà puissant. Vous voyez, et tous ceux qui sont venus après, je pense que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est son quatrième fils. Après Ernest, Roch, Emmanuel. Et c'est lui. Ben, vous voyez, donc ce qui veut dire que quoi? Tous les autres qui sont venus après sont nés après qu'il est président, après qu'il a été président. Vous voyez, non? Et donc là, s'ils ne mènent pas une rigueur dans leur éducation, mais ils risquent d'avoir des enfants ratés. Hein? Et les gens pensent que c'est par hasard que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Non, Dieu sait faire ces choses. Parce qu'à un moment donné, de façon fabriquée, les Togolais ont tout fait pour donner une image à Gnassingbé Eyadema qui n'est pas obligatoirement la vraie image. Hein? Il faut que quelqu'un passe quand même après lui pour redresser un certain nombre de choses. Qu'on soit d'accord ou pas, la situation est là. Et on la voit. Nous devons la vivre. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite.